tu as déjà vu la conclusion de la dernière vidéo, je te préviens, il y aura beaucoup de redites parce que je vais pas tourner une conclusion différente pour chaque vidéo pour redire les mêmes choses. Je préfère passer ce temps à faire du montage pour les grosses vidéos qui arrivent. Cette vidéo-là est la deuxième partie d'une quadrilogie. Je l'ai volontairement divisée parce que vous infligez 2 vidéos d'1 heure. Bon, on va pas se mentir, on sait que sur YouTube, ça donne jamais rien de très bon. Le truc, c'est que normalement, je ne sors qu'une seule vidéo par semaine. Mais là, j'ai genre beaucoup de vidéos tournées en avance à rattraper en termes de montage. Et on n'est pas à l'abri non plus que je réagisse à l'actualité. Ah oui, j'avoue, on essaye de surfer sur le buzz. Donc je vais juste les sortir au rythme auquel je les produis. Ce sera plus que d'habitude, mais aussi plus irrégulier. Pour ne pas les louper, je ne vois que 2 solutions. Soit vous venez checker la chaîne et mon Insta tous les jours, ce qui n'est pas une mauvaise solution en soi, parce que j'essaye de publier des trucs relativement intéressants dessus, mais clairement, c'est quand même pas l'assurance d'avoir la notif dès que ça sort. Donc vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche. Là, au moins, vous maximisez les chances. D'ailleurs, on a récemment passé le cap des 30 000 abonnés, et déjà un immense merci. C'est grâce à votre soutien si tout ça peut continuer. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à mettre la science et l'esprit critique un peu plus au cœur du feed game. En tout cas, si ça devient un petit peu plus possible, c'est parce que vous êtes là. Je vais mettre en place une vidéo un petit peu spéciale, comme disent les vrais youtubeurs, pour fêter ça. Je vous tiens au courant soit ici, soit sur Twitch, où je live régulièrement. Je te montrerai pas tes données tout le long, en général on veut pas les montrer, mais juste que tu aies une petite idée puis que ça te montre un petit peu ce que l'outil fait aussi. Là donc tu as ta jambe droite, jambe gauche au niveau oxygène avec le Moxy. Là ça tourne pas encore mais ensuite on aura un petit graphique. THB donc le Moxy mesure 2 choses, l'équilibre entre l'apport et l'utilisation en oxygène en pourcentage. En général au repos entre 50 et 70, après un bon échauffement au-dessus de 80. Et après, plus l'effort est intense, plus ça va descendre, du fait que tu as une utilisation qui est plus grande que l'apport d'oxygène. Et la deuxième mesure, c'est le THB, qui est en gros le volume sanguin sous le capteur. Et donc ça, c'est une mesure, une unité arbitraire, on va dire. Et ça te permet de, surtout, la valeur en elle-même ne veut pas dire grand-chose. Par contre, quand tu la compares au cours du temps, de voir les tendances, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, là, ça peut t'apporter des informations intéressantes. Ok, on est bon ? Ouais. On est bon. Arrête de voir 2 secondes, guys. Ouais. C'est quoi? Le facteur R qui remonte, je ne l'avais pas considéré. Ouais. Okay. Et le vent de face ou le vent de dessous, ça peut avoir un impact là-dessus, d'où le fait qu'il a un petit peu de peine à voir ce qui se passe. Donc, si c'est bon pour toi, on va changer de modalité, on va prendre un vélo normal. Parce que j'y avais pas pensé. S'il y avait le garde dessus, ça irait, parce que tu n'aurais pas l'air qui revient. Mais là, du coup, vu que tu as l'air qui pousse en montant, tu entends les petits clics qui se passent. Normalement, tu n'entends que les clics quand tu inspires et t'expires. Donc là, ça nous dit qu'il y a un petit souci à ce niveau-là et que malheureusement, ça ne va pas le faire. Donc, changement de plan. T'es prêt? On est à 1%. 3, 2, 1. Vas-y. Donc là, tu peux voir sur l'écran, tu as la fréquence respiratoire. Tu as le volume courant, donc combien d'air il ventile par respiration. Ventilation minute, donc les litres par minute qui bougent sur sa respiration. La VO2 en millilitres par minute. Et ensuite la VO2 par rapport à son poids de corps, donc par kilo de poids de corps. C'est cette valeur-là qu'on regardera à la fin du test pour voir la VO2 max. Et tu as aussi la saturation en oxygène au niveau des quadriceps droite, quadriceps gauche. Donc cet équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Et la fréquence cardiaque. J'ai rajouté l'avant-bras. Donc là on voit la saturation en oxygène dans l'avant-bras. Et donc on voit que c'est une valeur qui est très très haute encore, même par rapport à ces deux jambes, ce qui est normal à des efforts de plus basse intensité. Et tu verras qu'une fois qu'on monte en intensité, on passe son deuxième seuil, sa puissance critique, sa vitesse critique ou en gros son deuxième seuil entre les domaines lourds et sévères d'intensité d'effort. Et on verra cette valeur qui va commencer à tomber aussi, même s'il n'utilise pas son avant-bras en course à pied. Au niveau de l'organisme, au niveau systémique, toutes les ressources vont être utilisées pendant un effort qui est en gros au-delà de ce seuil critique de tolérance.
Donc là, on voit fréquence cardiaque bien élevée déjà. Oxygène à droite, oxygène à gauche. Et là, c'est l'avant-bras qui commence à descendre. On était à 80 avant. Et donc, même dans un muscle non impliqué, on voit qu'on commence à utiliser l'oxygène pour contribuer à cette production d'énergie totale sur le corps en entier. On voit aussi une fréquence respiratoire qui est déjà assez haute, dans les 50 respirations par minute, 45-50. Volume courant à 2 litres. Ça, on en reparlera après, mais on voudrait que ce soit un peu plus haut. Et on voit sa VO2 en instantané qui est aux alentours des 45-50 à l'heure actuelle. Et c'est bien, dernière minute à celui-là, Gaïs, après on monte. Après tu mets les mains, les pieds de côté. Allez, allez, jusqu'au bout, 10 secondes. Yes. Super, reste là, essaie de garder un pied à gauche, un pied à droite. Je sais que c'est pas confortable, mais on va voir comment tu récupères aussi. Donc là, on voit tout de suite l'oxygène qui va commencer à remonter du fait qu'il s'est arrêté. Donc il a arrêté d'en utiliser, mais il continue d'en apporter. Système cardiaque et respiratoire, ils sont encore en route. Donc là, on va voir ces valeurs qui remontent, la fréquence cardiaque qui redescend, toutes les valeurs respiratoires qui redescendent aussi progressivement. Bon, donne-moi encore une minute, Gaïs. Ensuite, je t'enlève le masque. Et tu pourras bouger. Voilà, on voit cet oxygène qui remonte dans les 60, 70. L'avant-bras aussi. Cardiaque qui continue à redescendre. Super, viens par là. C'est fatigant. Oh bon. Je pense que j'aurais pu aller un demi-palier plus haut, Ouais. ou un palier plus haut, mais si les paliers avaient été plus courts. Ouais, 3 c'est long, je t'avais dit, hein. 3, c'est long. Ouais. Alors ce qu'on va faire, donc juste avant de faire les sprints sur l'air bike, on a terminé le test de course, on va juste changer le setting des Moxy, parce que là, il capture les données en 0,5 Hz, donc toutes les 2 secondes, et ça lisse la courbe sur 10 secondes, ce qui marche bien sur des longues durées, mais là, vu qu'on va faire des sprints sur du court, on veut 2 Hz, donc 2 mesures par seconde, et sans lissage, comme ça, on va pouvoir voir directement sur le graphique ce qui se passe en termes des dynamiques d'oxygène. Okay. Et en gros, quand tu es prêt, tu peux te lancer sur un sprint 15 secondes, comme ça tu vas pas trop dans le rouge non plus, mais tu peux envoyer fort. Par contre, tu t'arrêtes après 15 secondes et on va regarder ce qui se passe au niveau des données aussi. Ok, c'est bon. Bien. Facilement passé les 1000 watts. Je t'ai arrêté un peu avant parce que ça commence, tu commences à tourner un peu dans le vide. Donc tu peux voir, on a une grosse désaturation, une grosse courbe qui descend ici. Donc jambe droite, jambe gauche et même l'avant-bras, tu vois. La fréquence cardiaque est montée en pic, ça c'est normal. Là on voit un plateau qui se prolonge un petit peu, ok. Et ce qu'on veut voir après, c'est que ça remonte gentiment. Ça c'est intéressant aussi dans le sens où ça c'est des trucs, le Moxy que tu peux utiliser non seulement pendant l'effort, mais après j'ai Andrew qui est en Écosse, qui bosse avec des boxeurs. Optimiser la position de récupération entre les rounds de boxe, tu vois. Combien de pression tu mets sur les jambes ou pas. On pense toujours au haut du corps en boxe, mais les jambes c'est fondamental en fait pour le départ de la puissance. Enfin, tu le sais avec ton sport, ça part tout du sol. Et donc simplement comment tu poses tes jambes pendant le repos, ça va avoir une influence sur ta récupération. Donc ça c'est une nuance qui est intéressante. Ils ont fait pareil avec des joueurs de hockey. Il y en a qui récupèrent mieux debout, il y en a qui récupèrent mieux assis. Et donc en voyant ces dynamiques d'oxygène en temps réel, tu arrives vraiment à te dire voilà, qu'est-ce qui est idéal pour toi. Au même titre que là, tu peux autoréguler tes intervalles en te disant quand j'arrive de nouveau à une certaine valeur en termes de saturation, je peux repartir pour mon prochain. Mais tant que je n'ai pas récupéré, j'attends. Donc au lieu de se donner des temps arbitraires d'1 minute, de 2 minutes ou autre, tu peux te dire j'y vais par rapport à ce que je vois là. Ça peut être 2 paramètres. Tu peux dire je veux être en dessus de 80% et en dessous de, disons, 115 BPM. Et ça, c'est ton seuil de récupération et après tu repars pour le prochain. Ça va? Tu as un peu de sucre? Non, ça va. Ouais. Non, t'inquiète, le sucre, les gâteaux arabes, j'en ai mangé suffisamment petit. J'ai une dose à vie, je pense. Tu vois, tu parles de la puissance qui part des jambes, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment les jambes. Tu sais, qui s'entraînent par exemple en salle de musculation ou quoi que ce soit, qui disent oui, alors je suis costaud en développé couché, donc je suis super fort et tout. C'est pas vrai. T'es fort quand t'as des bonnes jambes. Après, derrière, le haut du corps, ça sert essentiellement
à transmettre la puissance. Enfin, évidemment que si tu veux faire lanceur de poids, il vaut mieux que tu aies un bon haut du corps. Mais même eux, finalement, ils utilisent quand même vachement leurs jambes pour tourner sur eux-mêmes, etc. Si on vivait dans les arbres, ce serait pas pareil. Ouais, c'est ça. Mais si t'es humain, every day is like day et t'as pas vraiment le choix, quoi. Il faut te porter, comme t'as dit. Si c'est un sport qui est pas aquatique ou aérien, dès que t'as une base au sol, en fait, c'est de là que tout va partir. Donc t'as tout intérêt à pas négliger les jambes. Bon, honnêtement, après le step test, normalement c'est bon pour la journée. Donc ça, c'est un petit complément cadeau, hein. Mais ouais, vraiment juste pour voir ce qui se passe au niveau instantané, parce que je pense que c'est intéressant en parlant de cette idée des filières énergétiques et en gros de l'utilisation de l'oxygène qui se passe de manière instantanée. Là, j'essaie de revisiter la présentation que j'avais faite sur YouTube. Allez checker ma présentation sur YouTube sur les filières énergétiques. Oui. En essayant d'inclure beaucoup plus d'infos comme tout ce qui est l'utilisation des substrats, donc l'utilisation des graisses, des sucres, du lactate, et vraiment tout ce qui se passe en gros par rapport à ces seuils de travail d'endurance qu'on connaît depuis longtemps, le VT1, VT2 ou LT1, puissance critique, peu importe comment on veut les nommer. Mais plus je m'intéresse à ce monde-là, plus je vois vraiment que ces deux valeurs clés, ces deux seuils sont super importants. C'est important de les déterminer de manière précise pour chaque athlète. Il y a différentes manières d'y arriver. Le step test en est un. Des tests de puissance critique avec différents efforts répétés en est un autre. Mais en gros, si tu veux faire en sorte que ton entraînement il soit productif, tu as tout intérêt à savoir quelles sont tes zones et des zones qui sont calibrées par rapport à toi sur le moment, pas des zones qui sont calculées par rapport à une estimation de ta fréquence cardiaque max et ensuite tu prends des pourcentages dessus en sachant que tu as des variations qui sont monstres d'une personne à l'autre. Et donc peut-être que tu te dis ah ouais aujourd'hui je suis en zone 2, mais en fait tu es déjà en zone 3 et 4. Parce que par rapport à ton métabolisme, à ce moment-là, tu n'es pas exactement où la prédiction aurait dit que tu étais, ce qui va avoir une influence sur simplement ce que tu retires de tes entraînements, quoi. On va reparler durant l'entretien un petit peu de tout ça, on va redéfinir ces termes et tout, parce que c'est peut-être un peu obscur pour la majorité des gens. Le modèle de la puissance critique, à mon avis, il est super intéressant du fait que ça te permet d'avoir deux valeurs qui vont quantifier en gros ton seuil supérieur d'état stable métabolique ou de homéostasie métabolique, steady state en anglais, et ensuite le W' qui va quantifier la quantité de travail que tu peux faire au-dessus de ce seuil, qui te permet, il y a Phil Skiba, qui bosse avec Nike, qui a bossé sur le Breaking 2 Project. Alors juste en français, Nike, non mais c'est pas ça, lui il le dit bien, c'est nous, on le dit mal en fait, Nike. Ça vient de la déesse de la victoire, Nike, en fait. Donc en théorie, ça s'appelle Nike. Phil Skiba qui a bossé sur le projet pour aider Eliud Kipchoge à passer en dessous des 2 heures au marathon et qui a utilisé ce modèle de la puissance critique avec un modèle d'équilibre du W'. Donc W', quantité de travail que tu peux faire au-dessus de ton seuil d'état stable métabolique. Et si tu veux, quand tu passes en dessous de ton seuil, tu récupères ce W'. Hein? Et donc si tu es fort en maths, et en physiologie humaine, tu peux en gros calculer combien de temps tu passes par-dessus, combien de ton W' tu as utilisé. Quand tu repasses en dessous, combien tu l'as rechargé. Et en gros, jusqu'à la fin de ta course, tu arrives à te dire exactement à quelle vitesse tu peux être optimisé. Et donc pour tout ce qui est des préparations de course, je pense qu'une fois que tu es à un niveau un petit peu plus avancé, préparer certains efforts, ça peut être super intéressant, même au niveau stratégique, de connaître ces données-là. Je me rappelle d'une histoire qui était expliquée pendant un des séminaires Moxie, justement, avec comment il s'appelle, Brett Kirby, qui présente cette année et qui a fait du travail super intéressant, notamment sur le seuil de puissance critique et l'utilisation des Moxie pour quantifier cet état stable et au-delà, qui parlait de stratégie de course. Il y avait le coureur qui coachait et il y avait un autre coureur. Et en gros, il connaissait les valeurs de vitesse critique et de D' qui sont les équivalents puissance critique et W' pour la course à pied. Il connaissait les valeurs pour son athlète et il connaissait les valeurs pour l'adversaire aussi. Et il savait qu'en gros, un des meilleurs moyens de le battre, ça va être d'épuiser le W' de l'autre tôt dans la course. Donc courir à un rythme plus élevé pour que lui, il utilise en fait sa réserve d'énergie, si on veut, et pour que plus tard dans la course, il ait l'avantage. Ouais, c'est ce que Evan disait justement dans un de ses posts, je me souviens, qu'il en avait parlé dans un de ses articles, et j'étais en mode waouh, c'est aussi stratégique que ça. Alors que moi, je suis très peu
coutumier du milieu de l'endurance en fait. Hein. Je suis vraiment, enfin, je me renseigne évidemment, je ne suis pas une quiche absolue ou quoi que ce soit, mais c'est pas du tout ma spécialité et surtout je ne connais pas les spécificités de chaque grand préparateur d'athlètes de haut niveau machin. Et j'étais très surpris de voir qu'il y avait des stratégies qui était à ce point élaboré en fait. C'est comme un plan de combat dans un match de boxe quoi. En fait, tu connais les points faibles de l'adversaire et tu vois. C'est fascinant. C'est super. Mais en tout cas, intéressant. Là, je pense que je peux repartir. T'as du jus pour une dernière ? Ouais. Allez. Yes. Super. Bel effort. Ouais, donc là, tu vois, tu as les 2 sprints, premier sprint, deuxième sprint. Donc tu vois là, et ça c'est notamment Evan, ce qu'il s'amuse à faire, c'est calculer ta pente de désaturation sur un sprint comme ça. Et il trouve une corrélation de 0,88, si je ne me trompe pas, entre la puissance développée et la pente négative de ta courbe. Donc en gros, plus tu arrives à utiliser l'oxygène rapidement, plus tu arrives à développer de puissance. Et c'est 0,88, donc ce n'est pas toute l'histoire, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais en gros, ça c'est un moyen de mesurer ton progrès au niveau physio, dans la durée, plutôt que juste regarder les watts qui jouent aussi. Mais ce qui est intéressant à mon avis, c'est ce mariage des deux côtés. Tu as le côté externe, rendu puissance, qui est vraiment une mesure externe, et tu as le rendu quantification interne. Pareil au niveau de la courbe de resaturation, il y a des études en cours qui sont super intéressantes au niveau, encore une fois, puissance critique et courbe de resaturation, en sachant que si tu veux, pour faire simple, au milieu de ta courbe de resaturation, là où tu as la plus grande pente, la remontée la plus rapide, c'est où tu as, la plus grande différence entre ton utilisation et ton apport d'oxygène. En sachant que ton utilisation, tu as arrêté d'utiliser quand tu as arrêté ton sprint, si tu es bien coordonné. Et droit derrière, par contre, ton système cardio-respiratoire, il continue. Et donc, en gros, plus ta pente est grande, plus tu peux, en gros, entre guillemets, quantifier cet apport d'oxygène qui va être grandement corrélé à ta puissance critique. Ça, c'est encore des choses qui sont en recherche à l'heure actuelle, mais qui, à mon avis, c'est comme tout, hein, comme on parle dans la science, quand tu as plusieurs personnes qui arrivent à une même conclusion en partant de points de départ très différents, ça renforce le modèle. Et là, déjà le modèle de la puissance critique qui a ses défauts, qui a ses limitations, on en parlera peut-être après, mais qui est un modèle qui est super robuste et qui se retrouve quand même dans toutes les espèces vivantes. Ils ont fait des tests de vitesse critique avec des crabes. Les crabes, et à savoir combien de temps un crabe peut aller à quelle vitesse, et en gros le modèle il se tient quoi. Enfin, c'est super intéressant, et donc de voir un modèle de la puissance critique qui est aussi robuste que ça, et ce qui se passe sous le capot en fait au niveau physiologique qui correspond assez étroitement, c'est super intéressant parce que tu as vraiment deux mondes qui se rencontrent, et une fois que ça commence à fonctionner ensemble, là tu es en territoire super intéressant à mon avis. Jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine vitesse de course, jusqu'à une certaine puissance sur le vélo, tu vas pouvoir maintenir une bonne homéostasie générale dans le corps, et donc tu vas pouvoir maintenir cet effort pendant un certain temps, mais il y a un seuil dès que tu le dépasses, et bien sûr ce seuil il change, c'est plus une bande qu'un seuil, c'est pas un numéro, un chiffre fixe, dans le sens où, suivant ton état de fatigue, suivant la température, suivant la longueur de l'effort que tu as fait avant, sachant que si tu as utilisé ton glycogène, etc., sur 2 heures à une intensité plus basse, ta puissance critique, elle va être affectée. Enfin, tu as plein de facteurs qui l'affectent, mais tu as une bande quand même de confiance, si tu veux, où tu peux te dire, je sais que dans cette zone-là, je vais transitionner sur un effort que je ne vais pas pouvoir maintenir pendant pas plus de 20 minutes en tout cas. Ça merde. Merde. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.